Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Comment réduire l'usage des pesticides dans notre agriculture? C'est devenu aujourd'hui un grand enjeu de santé publique dans notre société. C'est une demande forte des consommateurs qui veulent une alimentation plus saine. Mais sur le plan économique, le sujet n'est pas si simple pour les agriculteurs qui sont tenus par des rendements élevés de production. Et d'ailleurs, en 2018, la vente de pesticides a grimpé de 24%. Alors que peut-on faire pour inverser la donne? On va en débattre avec Jean-Louis Dubourg, qui est le président de la Chambre d'agriculture de Gironde, et Sylvie Dulon, présidente de la Fédération régionale d'agriculture biologique. Alors Jean-Louis Dubourg, on l'a vu, la France s'est fixée comme objectif de réduire l'usage des produits phytosanitaires de 50% d'ici 2025, mais la vente de pesticides s'est envolée de 24% en 2018. Comment vous expliquez ce paradoxe? Oui, eh bien, il y a plusieurs... le chiffre d'abord est incontestable, enfin, Et c'est le factuel. pourcentage. Par contre, je ne pense pas que ce soit le bon indice à regarder pour voir la réduction des pesticides. Quand on regarde sur le long terme, on voit qu'il y a une baisse progressive. On était à 100 000 tonnes en 1990. 30 ans après, on a baissé de 30%. Il faut accélérer ce phénomène. On peut expliquer la hausse de plusieurs... il y a plusieurs chose qu'il faut regarder quand on regarde plus précisément les chiffres. Il y a des produits qui ont été retirés du marché et qui sont, par exemple, les traitements de semences et qui nécessitent ensuite de traiter plusieurs fois des cultures. Je pense au blé en particulier. Il y a 4 millions d'hectares. 4 millions d'hectares avec 1 à 2 kilos en plus à l'hectare par rapport à la situation précédente du traitement de semences. Donc là, on se retrouve avec des suppléments. Il y en a l'année 2018 qui était particulièrement humide et où les fongicides sur de nombreuses cultures ont été ajoutés. Et ensuite, il y a un autre effet, je dirais, économique qui fait qu'au 1er janvier 2019, les redevances pour pollution diffuse, donc les taxes qui touchent ces produits, ont fortement augmenté. Donc les agriculteurs ont été incités à anticiper leurs achats de 2019, c'est-à-dire acheter les produits en 2018, donc ils sont comptabilisés sur l'année 2018, mais ce sont des produits qui sont utilisés au cours des années suivantes. Et on voit que par exemple que le glyphosate, les ventes ont augmenté parce qu'ils ont anticipé aussi la disparition du glyphosate. Oui, la disparition probable, possible, envisagée. Mais bon, ceux qui ont des produits, pour le glyphosate, il y a une trentaine de molécules de marques qui vont être retirées du marché, retirées d'utilisation en fin de cette année 2020. Donc les agriculteurs qui les ont en stock, soit ils les utilisent parce qu'ils en ont besoin, parce qu'on utilise les pesticides parce qu'on en éprouve le besoin, soit eh bien, ils vont les faire détruire. En tout cas, ça montre une difficulté à atteindre ces objectifs de réduire de 50% l'usage des pesticides d'ici 2025. Il faut regarder la courbe sur plusieurs années. Et je vous dis, il y a des matières actives qui sont retirées, des insecticides qu'on utilisait à 70, entre 70 et 100 grammes à l'hectare, qui sont remplacés par des produits nouveaux, certes moins toxiques, moins impactants pour l'environnement, mais qui sont à des doses de 1 à 2 kilos. Donc, quand on remplace 70 grammes par 1 kilo ou 2 kilos, vous voyez que le chiffre ne peut qu'augmenter. Donc, pour moi, cet indice de quantité de matière active, de tonnage, ne rime pas à grand-chose. Et il y a des chiffres qu'il faut regarder plus précisément, les CMR, CMR1, CMR2, où là, on constate qu'on a des baisses dans les usages. Et donc, c'est surtout ces chiffres-là qu'il faut regarder. Rappelez-nous les CMR pour CMR, c'est les produits qui sont cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Donc, avec des conséquences très, très, très importantes. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est que les agriculteurs utilisent à peu près, dans les tonnages, il y a 25% de produits qui sont utilisables en agriculture biologique. L'agriculture bio représente 7 à 8% des surfaces, ce qui veut dire que les agriculteurs conventionnels utilisent et amplifient l'utilisation de ces produits sans être dans des démarches bio. Sylvie Dulon, quelle est votre analyse, vous, sur ce sujet ? Effectivement, les chiffres sont parlants. Vous avez tout à fait raison. Et nous, on fait un constat simple, qui est un constat d'échec des politiques publiques sur cette volonté de réduire l'usage des pesticides chimiques de synthèse. Oui, parce qu'on voit bien qu'on n'atteindra pas cet objectif. Les plans éco-phyto se succèdent
et montrent à chaque fois une augmentation de la consommation de ces pesticides. Évidemment, on dépense des milliards, ça c'est une preuve, on dépense des milliards pour un système agricole qui génère des externalités qui nous coûtent des milliards en termes de santé publique, de dépollution de l'eau potable, d'effondrement de la biodiversité. Donc nous, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de volonté pour changer de modèle et de système agricole, alors que c'est possible. Oui, parce que Jean-Louis Dubourg, le problème, c'est que passer au bio, c'est coûteux aussi pour les agriculteurs. Ça veut dire que souvent, il faut avoir plus de main-d'œuvre, il faut être davantage présent sur les terres agricoles. Oui, c'est changer les pratiques. Et c'est se former. C'est se former, c'est acquérir du nouveau matériel. Une des problématiques des cultures biologiques en mode de production, enfin de culture, c'est le désherbage. Et pour moi, il est inenvisageable d'acheter des binettes et de passer des champs entiers à la binette comme on le faisait par le passé il y a 50 ans. C'est un travail que je ne veux pas faire, que je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas que mes enfants passent leur vie à faire ça. Oui, puis accessoirement, il faudra trouver les gens, le personnel pour faire ça. Et ce ne sera pas non plus très simple. C'est pas très compliqué à faire, mais moi je crois beaucoup au développement du bio en y associant toutes les techniques et technologies du futur, la robotique, l'informatique, et ça nécessitera des agriculteurs très formés, très performants, dans beaucoup de domaines qui sont aujourd'hui peu présents dans l'agriculture. Donc c'est cette évolution-là que l'on va avoir. Et aujourd'hui, quand on fait du bio, moi sur mon exploitation, à titre personnel, j'ai 25 hectares de bio sur 268. Je suis à peu près dans la moyenne, dans les 8% de la moyenne française. Sur quel type de production ? Là, j'ai fait du soja. J'ai pas utilisé d'herbicide. Par contre, on a fait 13 passages d'outils mécaniques sur la parcelle. Donc on est très bon parce qu'on n'a pas utilisé les pesticides. Par contre, on est très mauvais pour l'utilisation du pétrole et des gaz à effet de serre et de tout ce que l'on rejette dans l'atmosphère. Donc je ne refuse pas de faire du bio, mais il y aura des conséquences autres et il faut bien réfléchir à ce que l'on veut et fixer les priorités là où on les veut. Passer au bio, c'est possible dans beaucoup de productions, pratiquement dans toutes, il ne faut pas se leurrer. Ça demande un investissement humain important, matériel aussi, technique et de formation. Vous estimez d'ailleurs que le coût, quand on parle de technologie robotique, il est de combien pour passer au bio Parce que le problème, c'est que souvent les petites exploitations... Je peux m'exprimer sur le bio. Voilà, non, pas de sujet. C'est quelque chose que je connais un petit peu. À 100% bio. Voilà. Moi, je suis effectivement viticultrice et 100% bio et depuis 2008. Je pense qu'il y a une méconnaissance profonde de ce qu'est l'agriculture bio. L'agriculture bio, c'est pas du conventionnel sans pesticides chimiques de synthèse. C'est pas ça. C'est un système qui est global, systémique et qui prend en compte un ensemble de systèmes agroécologiques et on fait intervenir la nature. On respecte le vivant, on respecte la nature. Et il y a toujours l'utilisation du cuivre, par exemple, dans la vigne aussi. Alors, effectivement, dans la vigne, il y a l'utilisation du cuivre à des doses qui sont infimes et le cuivre ne fait pas preuve de problématiques de santé. Ça peut être un problème de toxicité, effectivement, d'accumulation dans les sols, sauf, il est prouvé, dans les sols qui sont vivants, dans les sols qui forment de l'humus, voilà, des sols vivants. Donc je crois qu'il faut lever le fait que l'agriculture biologique n'est pas un système conventionnel qui se passe d'usage des pesticides chimiques. Il s'en passe, mais il prend en compte tout un système. Et c'est ce système-là qu'il faut effectivement apprendre. Il faut être formé pour ça. On demande aussi plus de recherche parce que, Jean-Louis, vous parliez de culture. Quand on associe des cultures, et il y a eu une étude, notamment à Chizé, par Vincent Bretagnol, qui montre qu'en associant différentes cultures, des céréales et des légumineuses, par exemple, eh bien, on peut réduire la problématique ce qu'on appelle des adventices, des mauvaises herbes. Ça augmente aussi les rendements de chacune des cultures. Ça favorise la biodiversité. Donc, il y a de nombreuses études là-dessus. Le problème, c'est qu'on a l'impression
que les scientifiques qui travaillent là-dessus ne sont pas suffisamment entendus. Et il y a besoin encore plus de recherche et surtout d'adaptation des agriculteurs à ce type de méthodes qui ont été totalement oubliées. Et Dieu merci, ces pionniers de la bio ont conservé ce savoir-faire. Je pense aussi à la sélection de semences, qui doivent être des semences adaptées à leur sol, à leur climat, alors qu'actuellement, c'est une variété de semences. Les semences sont très réduites dans un catalogue obligatoire. Donc il y a tous ces points-là qui doivent être techniquement levés. Et pour ça, eh bien, il faut qu'il y ait des politiques publiques qui encouragent ces modèles-là. Et pour le moment, il n'y a pas un signe fort des politiques publiques pour encourager ce modèle. On est à combien d'ailleurs dans la région, en agriculture bio? Ça représente quelle part de l'agriculture? Alors, la région Nouvelle-Aquitaine est passée de la 3e à la 2e place en termes de superficie d'agriculture biologique. On est à 8%. Donc, la région s'est fixée 15% de superficie, ou l'État s'est fixé 15% de superficie d'ici 2030. Donc, pour pouvoir y arriver, ça suppose de multiplier par 2 les conversions que l'on fait actuellement par an. Donc, ça peut se faire, mais ça peut se faire avec un accompagnement et un signal fort. Or, ce signal-là n'est pas du tout donné, n'est pas évident. L'État s'est désengagé de l'aide au maintien à l'agriculture biologique. On travaille aussi sur une nouvelle politique agricole, où on espère que cette nouvelle PAC va donner des signes forts en faveur d'une agriculture qui va préserver tous ces systèmes agricoles vertueux qui préservent la santé, l'environnement, l'eau, l'air. Jean-Louis Dubourg, quel est votre plan justement au niveau de la Chambre d'agriculture? Je voudrais rajouter, dire que les agriculteurs conventionnels, comme les bio, travaillent sur l'agrologie, travaillent sur l'économie, travaille sur l'agronomie du sol, la connaissance des biotechnologies, de toute l'analyse du sol et intègre toutes ces notions-là et cherche à optimiser le rendement de leurs parcelles, hein, comme le font les agriculteurs bio d'ailleurs. Le métier d'agriculteur, c'est conventionnel, c'est pas j'achète de l'engrais, des pesticides et je les mets, quoi. C'est je raisonne, je calcule, j'étudie le sol. Et ça depuis toujours. Ma question, c'est quel est votre plan pour inciter aussi davantage d'agriculteurs à passer au bio? Est-ce que vous en avez un? Et comment on peut essayer de lever aussi les freins dont Sylvie Dulon parlait au niveau technique et financier? Alors, à la Chambre d'agriculture, les freins financiers, c'est pas la Chambre d'agriculture qui va les... Mais est-ce que vous avez un plan déjà pour passer? Oui, on accompagne les agriculteurs dans beaucoup de productions qui sont présentes sur notre département, principalement la viticulture, avec des programmes dits zéro herbicide pour ceux qui sont en conventionnel et qui ne sont pas encore prêts et motivés à franchir le pas du bio. On a des formations dans toutes les productions, maraîchage, viticulture, grande culture, pour aider les agriculteurs qui le souhaitent à travailler sur ces sujets et surtout à travailler sur l'ensemble des techniques et associer les agriculteurs à évoluer vers ces pratiques-là, qui soient conventionnelles ou bio, mais pour l'instant, une majorité sont conventionnelles, mais c'est inciter les agriculteurs conventionnels à utiliser les techniques du bio. Moi, je me suis équipé comme d'autres pour désherber mes cultures bio, mais mon matériel me sert aussi, ce matériel-là me sert aussi en conventionnel. Et beaucoup ont peur de perdre justement en rendement et en quantité de production. Hein. Alors, il y a deux craintes. La première, c'est une crainte technique qui fait peur, qui est réelle certaines années, et pas toutes, mais donc disons une incertitude une incertitude plus grande sur les productions agricoles. Et puis aussi une incertitude économique, parce qu'on voit qu'il y a des productions où le bio... le prix du bio a rattrapé celui du conventionnel, mais dans l'autre sens.
On le voit en particulier en légumes, poireaux, oignons. Oignons, c'est caractéristique. Donc quand on voit quelques arguments comme ça, il faut... Sylvie Dulon, justement, pour les agriculteurs qui nous écoutent, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner pour essayer de lever ces freins ? Alors je suis tout à fait d'accord avec Jean-Louis, c'est-à-dire qu'il y a des freins qui sont psychologiques, des freins techniques, des freins de toutes sortes. Malgré tout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une volonté. Il y a vraiment une volonté de changer, de la part des agriculteurs, de changer de modèle. Il leur faut cet accompagnement. Mais j'en reviens aussi aux difficultés ou aux craintes économiques. C'est-à-dire que là aussi, il ne faut pas s'imaginer que c'est le marché qui va tout faire. Et c'est là, quand je disais que l'agriculture... que les pouvoirs publics subventionnaient une agriculture qui générait des externalités qui coûtaient très cher. Donc cet argent-là qui est mis sur la dépollution de l'eau, sur la santé publique, eh bien, basculons-le sur ce modèle vertueux. Et par conséquent, il y aura peut-être beaucoup moins de problématiques sur le prix des productions bio, parce qu'effectivement, elles se retrouvent en concurrence. Merci beaucoup à tous les deux. C'est un sujet complexe, évidemment, sur lequel on aura l'occasion de revenir. À très bientôt sur TV7.